Bonsoir à tous, j'espère que vous avez eu droit à un bon début de semaine. Oui, c'est la semaine du travail qui commence d'ailleurs comme ça. Ce soir, c'est le grand rendez-vous sur BB24 avec beaucoup de plaisir. L'équipe vous retrouve. Aujourd'hui, nos invités ont comme profil un enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, cordonnier comme invité, bien sûr, de la rubrique Autant Savoir. Et puis, nous aurons un artiste, musicien, trompettiste. Lui, on l'appelle, le monsieur Armstrong du Bénin. Magloire Awandinou sera sur ce plateau pour parler, bien sûr, de la journée internationale du jazz. C'est aujourd'hui. Mais en attendant, bien sûr, de les recevoir, voici pour vous la météo. Merci donc à tous de nous rejoindre sur le grand rendez-vous. Alors, la région sud Bénin a reçu déjà ses toutes premières pluies, vous le savez, depuis environ 1 ou 2 mois. C'est souvent source d'inondations et vous le savez, on se demande déjà quelles sont les capacités du Bénin en matière donc, de gestion des inondations et également aussi de la prévention. Nous parlerons de cela tout à l'heure avec l'invité de Nature et Bien-être. Aujourd'hui, 30 avril 2018, le monde entier célèbre le 300e anniversaire de la création de la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz. Le jazz parti donc de l'Afrique pour les Amériques. Nous allons avec le trompettiste de jazz, il s'appelle Magloire Awandinou, lui on l'appelle Monsieur Armstrong au Bénin. Avec lui, nous allons parler bien sûr du jazz béninois. Et partons de là, il sera également question sur ce grand rendez-vous, bien sûr, du marché de la cordonnerie. Quelle est la force, bien sûr, de vente des cordonniers béninois sur ce marché? Et c'est à cette question que nous allons répondre sur Autant Savoir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous sommes bien évidemment sur le grand rendez-vous. Vous savez, à 19h45, ce sera l'heure, bien sûr, du journal. Estelle Pazou est en place aujourd'hui pour nous présenter cette édition. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Wassim Gaba. Tout à l'heure, à 19h45, on va se retrouver pour le journal. Quel est le menu principal de cette édition ? Alors, les employeurs et employés savent désormais à quoi s'en tenir. Une nouvelle loi fixe chacune de ces deux parties sur ses prérogatives. Les détails sont à suivre. Abbés, vicaires, curés, on désigne tous de cette façon-là les prêtres de l'Église catholique. Mais cette terminologie peut parfois nous induire en erreur. La rédaction de BB24 vous propose un sujet pour y voir un peu plus clair. Et puis, de faux ongles, certaines femmes se plaisent à les mettre pour se rendre plus coquettes. Elles n'y trouvent aucun inconvénient et pourtant la pratique ne serait pas sans risque, selon les spécialistes de la santé. Voilà, Assiom, les grandes lignes du journal de ce soir.
Merci beaucoup à vous, Estelle Pazot, pour la présentation des titres. On se retrouve à 19h45, bien sûr. Allez, on continue, bien sûr, ce soir. Et là, on ouvre tout simplement les plateaux. Et c'est à partir de Nature et Bien-être. Comment le Bénin se prépare-t-il à faire face, bien sûr, aux inondations certainement issues de la saison pluvieuse qui s'est déjà annoncée, qui a déjà démarré déjà dans la région sud du Bénin? Nous allons répondre à cette question dans un instant, mais avant, on suit le reportage qui annonce le sujet. Bientôt, c'est la grande saison pluvieuse et Cotonou aura les pieds dans l'eau. Dame Nature va alors ouvrir son robinet sans retenue sur la capitale économique, pour ainsi laisser place à l'amertume et au désarroi des Béninois, dont le cri de cœur cette année encore reste le même. Il faut vider les caniveaux de temps en temps, ce n'est pas à l'approche des pluies qu'on va vider les caniveaux. Un mois ou bien 2 semaines, si on peut vider les caniveaux, de temps en temps, ce serait bon. En temps de pluie, les difficultés s'amoncellent. Les boues par-ci, les flaques d'eau par-là. La circulation est difficile. Nous invitons les autorités compétentes à nous aider dans ce sens. Que tout un chacun de nous sache sa part de responsabilité. Tout Cotonou sera inondé. La mairie ne peut pas tout faire. En passant par dans l'eau d'abord, il y aura la maladie et aussi le courant peut surgir quelque part pour que il y aura encore d'autres choses comme tentation de mort. Cotonou est situé en dessous du niveau de la mer. La ville est bâtie sur les marécages. Une position géographique qui scelle davantage son sort en saison de pluie. Cotonou, son site tel qu'il est, pour le transformer, il faudra des travaux spécifiques. Que les inondations soient importantes, comme certains la prévoient, ou qu'elles soient moins importantes. De toutes les façons, il y a la saison pluvieuse qui conduit à une période d'inondation à Cotonou. En prévision aux inondations de cette année, la direction du service technique de la mairie de Cotonou prend ses responsabilités. Il y a des actions de préparation du terrain, donc de la ville, avant que les pluies ne tombent. Le curage des ouvrages d'assainissement pluvial est terminé dans certains arrondissements. Dans d'autres, c'est encore en cours. Et ensuite, nous avons procédé aux travaux de rechargement. Il y a d'autres travaux qui vont se faire, tels que la réfection des voies revêtues, le curage et le recalibrage des bas-fonds et couloirs d'écoulement pour pouvoir faire passer l'eau. D'autres mesures préventives impliquent la population elle-même. Les inondations, ce n'est pas quelque chose qui se vit en vase clos. Les populations savent qu'il y a inondation, les populations dedans, mais c'est d'abord la sensibilisation. La sensibilisation pour les mesures à prendre lorsque les inondations sont là. Mais ce qui nous concerne, nous spécialement au service technique, c'est de les conseiller et de les appeler à la conscience citoyenne qui consiste à ne pas boucher nos ouvrages d'écoulement. Sauver Cotonou de la furie des eaux, c'est visiblement une longue et laborieuse tâche à laquelle s'attellent les différents responsables impliqués dans le volet assainissement de la plus grande métropole de notre pays. Merci à vous, Christelle Tongoro, pour ce reportage. On revient en plateau avec M. Edmond Sosoupé, enseignant à l'Université d'Abomey-Calavi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir vraiment entretenir nos téléspectateurs sur le sujet de l'inondation. Une grande question au Bénin, n'est-ce pas, Amandine? Bonsoir. Bonsoir à vous, Assur Gaba. Vous l'avez dit en début d'émission, les premières pluies tombent déjà sur Cotonou et certaines villes du Bénin. Et bientôt, on va commencer par parler d'inondation. Docteur Sosoupé, dites-nous déjà, quand on parle d'inondation, qu'est-ce qu'il y a à la base des inondations dans notre pays? Oui, merci beaucoup, Madame Niabosso.
L'inondation est définie d'abord comme l'arrivée massive des eaux sur un territoire naturel ou un territoire artificiel pour séjourner de façon temporaire en général, mais quelquefois de façon durable. Donc ici au Bénin, les inondations ont un cycle qui est lié au cycle hydrologique des plans et cours d'eau. Donc dès que les plans et cours d'eau commencent à recevoir de l'eau, alors survient dans certaines régions l'inondation. Donc de façon ramassée, c'est comme ça on peut voir l'inondation au Bénin. Alors, de façon plus réduite. Oui, de façon plus réduite, c'est qu'il y a certains territoires, de par leur conformation hydromorphologique, se trouvent coincés entre un plan d'eau, un cours d'eau ou l'océan. C'est le cas de la ville de Cotonou, où nous avons l'océan qui est tout à fait au sud, et puis le lac Nokoué qui ceinture la ville de Cotonou. Et ça fait que les eaux pluviales qui tombent dans cette ville-là n'ont pas d'issue, ne peuvent pas s'écouler naturellement vers le plan d'eau ou bien vers la mer. Est-ce qu'il n'y a pas les comportements de l'homme qui causent également ces inondations? Bien sûr que oui, puisque des efforts ont été faits dans le sens d'aménager, d'assainir la ville de Cotonou. Cela est visible à travers les grands caniveaux qui sont faits pour drainer l'eau, pour créer une pente permettant à l'eau de s'écouler librement. Mais il se trouve que par incivisme, les populations envoient les ordures dans ces caniveaux ciel ouvert, ce qui crée un obstacle important à l'écoulement facile de l'eau. On voit également que les populations s'installent dans les bas-fonds alors que l'eau devrait normalement séjourner dans ces milieux. Bien sûr. Donc l'autre problème pour la ville de Cotonou, c'est le non-respect du schéma directeur d'aménagement urbain. Il y a des quartiers de Cotonou, des quartiers entiers à Cotonou qui n'auraient pas dû être habités par les populations. Mais les autorités successives ont laissé faire. Oui. Donc ils n'ont pas pris de l'avance sur les populations. Les populations vont s'installer et le comble, c'est qu'on va les recaser en plus dans ces endroits insalubres. Donc c'est ça qui aggrave un peu la situation de la ville de Cotonou. Voilà. Et voilà, le problème est déjà là. Ceux qui se sont installés dans les bas-fonds et autres, il serait aujourd'hui compliqué de les déloger. Mais s'il n'est pas possible de prévenir les inondations. Oui, parce que chaque année, on assiste au phénomène. Oui, dire qu'on va prévenir les inondations, c'est peut-être ambitieux. Parce que mais c'est possible. C'est un cycle naturel lié à des phénomènes naturels qui arrivent avec les pluies. Voyez-vous, on ne peut pas empêcher les pluies de venir. Les pluies viendront. Et comme, je prends le cas de la ville de Cotonou, comme la géologie de la ville de Cotonou est telle que la nappe est à fleur de sol et qu'il n'y a pas des exutoires, des évacuations faciles de l'eau, ça fait que l'eau naturellement va stagner. Donc, quel que soit ce qu'on fera, il y aura toujours l'inondation à Cotonou? Oui, il y aura l'inondation. Mais ce qu'on peut faire, vous l'avez déjà dit, il faut commencer par respecter le schéma directeur d'aménagement de la ville de Cotonou. Moi, je pensais qu'il n'y en avait pas parce que depuis qu'on est béninois et qu'on est sur ce territoire, on sait que la question des inondations, elle est cyclique. Et puis, mais on est toujours là à dire, bon, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on sait réellement ce qu'il faut faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? On sait exactement ce qu'il faut faire. Et pourquoi ce qu'il faut faire, c'est de commencer par respecter le schéma directeur d'aménagement de la ville de Cotonou. Et, voilà, ça pour y arriver, des mesures fortes allant dans le sens de déplacer les populations. Voilà. Il faut absolument déplacer les populations de ces endroits qui représentent les couloirs de circulation de l'eau et qui sont bloqués par les populations qui s'y sont installées. Donc ça, c'est une décision forte
Le Bénin qu'est-ce qui bloque justement l'application de cette décision? On décide de le faire. Oui, mais je pense que c'est une question de volonté politique. Les techniciens savent que pour résoudre le problème pour amoindrir les impacts de l'inondation dans la ville de Cotonou, il faut ouvrir les couloirs de circulation de l'eau. Mais des stratégies ont déjà été mises en place les années antérieures pour gérer un temps sans peu les inondations, mais ça a toujours été un échec puisque chaque année, on assiste au même problème, au même cri de cœur et autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que tant qu'on ne va pas faire face à la solution technique, on sera toujours en train de se plaindre, de se chercher. Vous voyez, il y a le PUGEMU qui a fait des ouvrages importants dans la ville de Cotonou. Mais ces ouvrages-là ont apporté certainement un soulagement pour la population, mais il y a toujours des obstacles, il y a toujours des occupations qui sont faites à certains endroits du territoire qui ne facilitent pas une efficience de ces mesures. Donc, je soutiens, et je le dis une fois encore, que la solution réside dans une bonne application du schéma directeur d'aménagement urbain pour la ville. Mais ça serait difficile. Mais c'est une décision politique. Et selon vous, c'est la seule solution pour régler les problèmes d'inondation dans notre pays? Bon, il y a aussi que nous devons devenir de plus en plus civiques. Nous sommes très inciviques. Et là, il faut éduquer les populations. La population à l'idée de savoir que les caniveaux qui sont construits sont des vaisseaux sanguins, si vous voulez, comme dans le cas d'un organisme. Ce sont des vaisseaux qui permettent de faire circuler l'eau. Mais une fois qu'on met un obstacle au niveau de ces quand on met les cholestérol dedans. Voilà, quand les dépôts se font, ça empêche la circulation du sang. Circulation. Ça crée même parfois des tensions qui peuvent occasionner la rupture des ouvrages. Les ouvrages, ok. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses que nous devons savoir. Et c'est les ordures, mais c'est en particulier les sachets plastiques. Vous savez, les plastiques jouent un rôle malheureusement majeur dans le phénomène de l'inondation, parce qu'ils empêchent d'abord l'eau de s'infiltrer normalement, ils constituent des bouchons au niveau des caniveaux, et donc la circulation de l'eau devient très difficile. On espère qu'avec le vote et la promulgation de la loi sur les sachets plastiques, ça va réduire un tant soit peu. Non, mais c'est réduire, moi je ne suis pas dans cette logique, il faut arrêter le processus. Il faut absolument arrêter. Mais alors, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure du déplacement des populations pour régler carrément cette question d'inondation au Bénin, mais est-ce que vous pensez que le Bénin a les capacités vraiment de faire déplacer ces populations-là? Oui, mais vous savez, on ne peut pas jauger sa capacité sans savoir à quoi on va appliquer cette capacité. Vous savez, tous les ans, c'est des centaines de millions qui sont déboursés soit pour nettoyer les caniveaux, soit pour faire des ouvrages d'assainissement. Mais tout ça là est fait, mais on n'a pas les résultats escomptés. Voilà. Donc il faut évaluer entre déplacer les populations et avoir une solution durable, ou continuer à faire du saupoudrage en cajolant les populations dans le sens du poil et en sortant des centaines de millions chaque année. Donc il faut évaluer. Et à l'issue de cette évaluation, on verra peut-être qu'on peut dépenser gros aujourd'hui pour déplacer les populations, mais la solution va être trouvée. On n'aura pas plus des millions, des centaines de millions à dépenser. Mais avant de prendre également cette décision, il faut déjà empêcher les populations de s'installer dans le peu de zones humides qui nous restent encore. Tout à fait, tout à fait. De les empêcher de les occuper. La ville de Cotonou avait normalement ses éponges naturelles. C'est-à-dire des endroits où, quand il pleut, l'eau va se loger calmement, sans perturber personne. Mais c'est nous-mêmes qui avons aménagé ces endroits-là. La cité Ruiho a été bâtie dans un bas-fond, vous comprenez?
Mais ça veut dire que l'eau qui devait rester dans ce bas-fond-là par exemple, pour laquelle quand il pleut sérieusement, même les habitants de cette... Bien sûr, les maisons sont assez humides tout le temps. Hein. Disons 7 mois sur 12, les maisons sont humides. Donc vous pensez que c'est une des zones, c'est une des populations à déplacer? En principe, c'est une étude qui va révéler. Parce que dans la ville de Cotonou, il y a à peu près 13 ou 15 secteurs où l'eau ne circule pas. Sur la cinquantaine, il y a presque 15 ou 20 où l'eau ne circule pas. Il n'y a pas une pente pour permettre à l'eau de circuler. On viendra peut-être sur tous ces détails-là très prochainement. Très prochainement, oui. Hassim Gaba, merci au docteur Sosupé. Vraiment, c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir de le recevoir sur le plateau parce que ça informe beaucoup et les autorités et les populations. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir amorcer le véritable développement et mettre également la recherche au service du développement du Bénin. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Le grand rendez-vous, je le disais dans le titre, célèbre la Journée internationale du jazz aujourd'hui et l'ESPER viendra sur le plateau pour nous parler du jazz au Bénin. 30 avril, journée internationale du jazz. Et cette année, la particularité, c'est bien sûr le 300e anniversaire de la création de la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz. Je reçois, lui on l'appelle affectueusement Monsieur Armstrong, Louis Armstrong du Bénin, avec sa trompette bien sûr, Magloire Wandinou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, de venir sur ce plateau célébrer le jazz avec nous. Alors, je me demande, est-ce que le Bénin a-t-il vraiment des raisons de célébrer le jazz? C'est une grande question, mais qui a sa réponse dans toute l'histoire du jazz. Ah oui. Étant donné que le jazz, dans toute sa forme, est parti d'abord de l'Afrique. Le jazz a ses origines en Afrique, et je dirais au Bénin. Il y a eu des départs, il y a eu des points de départ. On peut dire Ouida, d'où vous pouvez constater à Ouida, il y a la porte du nord-retour et la porte de retour aujourd'hui. Ceci a tout à voir avec le jazz. Vous voyez, donc nous avons bien une raison de célébrer la journée internationale du jazz. C'est vrai que beaucoup ont eu déjà à raconter cette histoire du jazz, la musique qui a quitté, je dirais le jazz, qui a quitté l'Afrique avec les esclaves noirs pour les Amériques. Mais dites-nous exactement, comment est né le jazz même de l'autre côté? Bon, le jazz est né de cette histoire de l'esclavage aussi, je peux dire, parce qu'il y a des sources du jazz, je dirais même les gènes du jazz sont partis de l'Afrique, comme on le dit, mais il faut dire que le jazz, c'est le croisement de cultures. C'est un croisement de cultures. De cultures. Donc, il y a la culture noire qui, déportée avec l'esclavage, a rencontré la culture occidentale. Et ça a donné naissance à plusieurs natures de jazz. Et c'est pourquoi quand on dit jazz, c'est un bien gros mot, parce qu'on peut bien parler de jazz de diverses manières. Ah bon? Alors, quand on parle de jazz, alors, vous avez parlé de plusieurs types de jazz. Et ça dit qu'il y a le jazz africain, il y a le jazz européen, l'américain et ça, ou c'est d'autres terminologies ou d'autres qualificatifs? C'est, disons, des terminologies qui ont beaucoup de sens dans l'appréciation. Ok. Parce que quand vous écoutez tout de suite le jazz américain, on le sait. Parce que c'est justement ce jazz qui est né du blues, qui est l'expression des Noirs. Okay. Et il faut dire que les Noirs étant esclaves à l'époque, quand ils partaient, ils n'avaient pas d'instrument. Ils avaient juste leur culture qui était là, dans la tête. Donc ça s'exprimait, ils ont pu les exprimer par les voix orales et ils ont pu les exprimer par les claps
ou par les battements de pied. Et donc, ça, c'est des expressions qui ont donné naissance à la culture qui est partie avec les Africains, qui a rencontré, disons, la grande musique classique. Donc, il y a les deux tendances pour moi qui sont les bases de toute la musique aujourd'hui sur Terre. Ouais. Donc, le jazz est véritablement la base de la musique. Oui. On peut le dire ainsi. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, que faire quand on parle du jazz au Bénin, pour la plupart des mélomanes, non, ça c'est pour les Blancs. C'est pas pour nous, Béninois. Pendant ce temps, les spécialistes, c'est-à-dire les musiciens comme vous dites que la musique béninoise même, que c'est du jazz. On n'arrive vraiment pas à éclairer les téléspectateurs. Oui, c'est simple. Et je crois que cette question existe et on l'entend tous les jours. Mais le jazz est bien parti de l'Afrique et nous, pour que les gens cessent de dire que c'est une musique occidentale ou des Blancs, il faudrait plutôt qu'ils arrivent à se retrouver dedans un peu. Donc il y a un travail à faire au niveau africain pour récupérer ce qui est pour eux. Oui, ce jazz est pour nous. On a vu à l'écran tout à l'heure Fela Anikulapo Kuti, et quand on parle du jazz africain, est-ce qu'on peut dire que c'est une manière de l'afrobeat? Est-ce que c'est une manière d'africaniser le jazz, par exemple? C'est une des manières d'une époque aussi d'africaniser le jazz. Et je pense que Fela en a fait beaucoup, c'est vrai. Mais on ne peut pas parler du jazz en dissociant tout ce qu'il y a déjà eu. Voilà, il y a déjà eu beaucoup de travail, ce qui fait que la plupart des gens aujourd'hui s'attribuent ou attribuent le jazz à la culture américaine. Et maintenant, le jazz, c'est la rencontre de deux cultures. Mais nous, en Afrique, si je parle d'époque, c'est Fela à son époque a fait ça qui est resté. Il a fait ce qu'il a fait et que tout le monde connaît. Et je pense qu'il y a eu des icônes de la musique africaine qui ont abordé dans le même sens. On peut citer Dibango, Manu Dibango. Oui. Et on peut citer Gilles Léonel Loueke. Ah oui, le Béninois. Le Béninois. C'est une icône. Je me rappelle que c'est l'un des meilleurs arrangeurs, le meilleur guitariste de jazz au monde. Oui. Il paraît-il, et c'est lui qui arrange la légende de jazz actuelle, c'est Herbie Hancock. Il a arrangé, il est intervenu dans la plupart de ses albums, il a arrangé pour lui et vice-versa, parce que Herbie intervient pour lui. Pour Gilles également. Aussi, oui, bien sûr. Et ça, c'est pas rien du tout. Et il faut dire que parvenir, quitter le petit Bénin que nous avons, excusez-moi du peu, parce que le Bénin, c'est quand même un tout petit pays. Voilà. Et je pense aussi que et nous ne voyons pas très bien ce que ça vaut de partir d'un si petit pays pour être pris par un si grand musicien. Herbie Hancock, c'est la sommité aujourd'hui au monde. Et disons que ce monsieur, il se fait arranger, il intervient sur le truc de Gilles, et dans ses concerts, il est annoncé Herbie Hancock, et celui qui expose les thèmes et les clôtures, c'est Lionel Jules. Et ça, c'est quelqu'un que, normalement, il faut toute une émission pour parler de ce monsieur, parce qu'on en parle très peu, parce que très peu connu. Donc, je pense que c'est vrai, il n'y a pas de plateforme adaptée à ce style de musique qui devait essayer de faire un grand travail de fond sur ceux qui se sont intéressés à cette musique. Ceux qui ont voulu faire un travail dans le sens, il faudrait trouver peut-être un jour, je ne sais pas, il faut que des choses soient créées et par les musiciens eux-mêmes et par les structures, dont les chaînes comme BB24 qui essayent de faire de très bonnes choses en célébrant la journée comme nous le faisons là. Et ça va aider à pouvoir comprendre et aller un peu plus en profondeur pour plusieurs choses. Oui. Oui, donc vous pensez qu'il faut donc penser à célébrer des noms comme Gilles Lionel Loueke, parce qu'il est parti du Bénin, il n'est pas né aux États-Unis, il est parti du Bénin pour
valoriser, c'est pas le pays, à travers bien sûr sa musique, à travers sa connaissance aussi à l'international. Oui. Plusieurs albums déjà à son actif, Lionel Weckey. Et quand vous analysez un peu son style musical, est-ce qu'il y a une essence de la musique béninoise dans sa musique en réalité? Je dirais que c'est tout ce qu'il y a. Et c'est d'une immensité que nous n'allons pas apprécier maintenant. Et ça dit que c'est ça qui fait sa particularité sur le marché du jazz aujourd'hui, et ce qui fait que des icônes comme Coq se l'approprient. Oui, je pense que c'est ça, parce que ce n'est pas guitariste qui manque aux États-Unis, ni en France. Et ce n'est pas les Noirs qui jouent la musique qui manque. Mais Gilles a cette particularité il est unique. C'est vrai, chacun est unique, mais je pense que guitaristiquement, Gilles, c'est quelqu'un qu'il faut qu'on essaye de remettre et de faire voir plus au Bénin pour que les gens en profitent, pour que les gens puissent copier et voir que c'est des exemples qui vont inspirer beaucoup d'autres personnes. Beaucoup d'autres personnes. Oui, c'est sûr. Pour que le Bénin soit... Vous savez, il y a un truc qui est quand même paradoxal. Vous voyez, autant Gilles est grand, autant il est d'un petit Bénin, autant nous n'avons pas deux comme lui. Pourquoi lui il est parti d'ici, il n'y a pas d'autre? Il n'y a pas d'autre. C'est du travail qui doit être fait. C'est un travail qui doit être fait. Et que tant qu'il est parti, c'est une chance. Il faudrait que de temps en temps, quand il revient, on organise des ateliers et il communique. Mais il faut qu'il y ait des choses qui se fassent derrière pour que son retour soit bénéfique à tous ces autres qui attendent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et qui cherchent. Et donc, s'ils ont l'opportunité, et Gilles, c'est vraiment une chance. Et pour moi, c'est toute l'histoire du jazz, Gilles, parti de l'Afrique pour les États-Unis. Pour les États-Unis. C'est toute l'histoire du jazz, d'accord. Je comprends. Donc, au lieu de mettre le jazz de l'Afrique aux Amériques, plutôt donc Gilles Weckey de l'Afrique aux Amériques. Oui, c'est ça. Carrément. Moi, j'ai eu l'opportunité de jouer beaucoup de fois avec lui sur scène. Et ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est quelqu'un qui est d'une grandeur d'esprit vraiment inexprimable, parce que pour moi, avec toute sa force et tout ce qu'il a déjà expérimenté, fait, vous voyez, il y a une histoire de Gilles qui est bien à savoir. Il paraît que c'est lui qui l'a dit. Quand ça s'est passé, son examen, ou parmi les jurys, il y avait justement un monsieur Herbie Hancock. Et sa thèse qu'il a soutenue n'est pas comprise par les autres jurys, et ils ont enlevé ça du lot. Et Herbie, le truc l'avait tellement marqué au point où il a réclamé avoir ce qu'il a présenté là. On n'a pas retrouvé ça dans les résultats. Il était éliminé, quoi. Ah, oui. Et Herbie a dit non, mais attends, c'est ça justement ce que moi je voulais voir. Et on a dû ramener ce qu'il a développé, et c'est son développement qui lui a valu le prix du meilleur guitariste du monde à l'époque. Le meilleur guitariste. Oui, je ne plaisante pas. Ah oui, Gilles Weckey, derrière même à l'écran déjà. Oui, c'est lui. Oui. D'accord. Donc, c'est sa présentation à l'école qui lui a donné ce résultat, c'est-à-dire le titre du meilleur guitariste de jazz au monde. Ah non, disons, quand on dit sa présentation, déjà accéder à cette école, ce n'est pas rien. Et il a fait d'autres étapes avant d'être là. Avant d'être là. Voilà. Et il faut dire, quand on parle de ça, il faut dire que Gilles est d'une culture béninoise. Et quand on parle de la culture béninoise, moi, je voudrais bien assimiler nos cultures. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a à voir avec le jazz? Il y a vraiment un lien très fort. Il y a un lien, juste quelques-uns de ces liens entre notre musique, notre culture de façon générale et le jazz aujourd'hui. Je peux citer? Oui, allez-y. Et je reprends l'exemple de Gilles Weckey et je vais vous parler aussi du groupe que je dirige maintenant, qui s'appelle Viviola. Nous, on a axé notre travail sur ça. C'est prendre les rythmes qui existent,
quand on parle de rythme, ça implique les cultures. Oui. Et vous savez qu'il y en a, Dieu sait qu'il y en a au Bénin. Bon, donc quand on implique toutes ces cultures qui donnent des diversités de rythme, nous arrivons à les agencer pour les faire sonner dans la musique et que ça soit exportable. C'est ça le plus important, parce que je crois que nous avons ça à vendre. Et c'est le travail que Gilles fait, et ça lui fait la différence parmi tant de monde. Parmi tant de monde. Oui. Merci beaucoup à vous, Magloire Arwandino. Je rappelle que vous êtes aussi issu d'une famille. Quand on parle de la famille Arwandino aujourd'hui, c'est la musique carrément. Première étiquette, première casquette, bien sûr, de cette famille. Merci beaucoup à vous et bien des choses à tous vos autres frères. Mais avant de partir, vous êtes venu avec votre instrument privilégié. Il s'agit bien sûr de votre trompette. Et ça doit coûter combien déjà? Ça, c'est le bugle. Ça, c'est 4 millions de francs, 600 000. 4 millions 600 000 francs. 600 000 francs. Oui. Ça là? Oui, ça. Waouh. Waouh. De francs CFA. Oui. Ben, on n'a qu'à écouter alors les 4 millions. Un peu. Et là, ce sera pour terminer cet entretien en beauté, puisque c'est la fête du jazz. Je tiens à vous dire quand même que ce n'est pas le prix de l'instrument qui fait ce qu'on sort de ça. D'accord, ça c'est vrai aussi. Ah oui, c'est vrai. Parce que ce qu'on sort de là, ben, ça vient d'ici, ça vient de l'inspiration. De tout ce qu'on a eu. Voilà, de tout ce qu'on a eu. Ça c'est vrai. Je vais vous interpréter une chanson qui est composé par mon papa, mon feu père, qui nous a donné vie à nos 9 musiciens que nous sommes pour lui. Et les 3 filles qui sont aussi ces filles qui chantent aujourd'hui, qui ne sont pas des instrumentistes. Donc moi, c'est sa composition que je vais vous jouer pour célébrer le jazz. Pour célébrer le jazz aujourd'hui. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Magloire Arwandino. C'était la fête du jazz sur le grand rendez-vous. À très très bientôt. À vous. On va vous retrouver certainement sur ce plateau. Oui, c'est comme ça se passe avec les artistes de la valeur. Nous en avons au Bénin. La suite du grand rendez-vous, ce sera avec les autants savants. Oui, on parle aujourd'hui de cordonniers. Ben, quelle est la force, bien sûr, des cordonniers béninois sur ce marché de leurs œuvres? On en parle avec le cordonnier aujourd'hui. Autant savoir, aujourd'hui, nous parlons du marché d'écoulement des articles issus, bien sûr, de la cordonnerie. Et bien, quelle est la force des cordonniers béninois? On va répondre à la question tout à l'heure. Suivons d'abord ce reportage signé Marchel qui nous présente le métier de la cordonnerie. Nous sommes à Cocotomé, dans l'arrondissement de Godomé. À quelques mètres de la route inter-État Cotonou-Ouida, cet atelier retient notre attention. Au premier regard, on dirait un couturier sur sa machine. Mais non, nous sommes plutôt dans un atelier de cordonnerie. Au départ, les cordonniers travaillaient les cordes pour fabriquer des souliers. Mais aujourd'hui, le métier a évolué. La cordonnerie,
la fabrication, la réparation des chaussures, ceintures et sacs. Pour fabriquer une chaussure, on a premièrement besoin du patron, le modèle que vous voulez fabriquer. Après ça, il y a la matière cuir. Ici, nous avons du cuir marron. Après le cuir, vous avez la semelle. Ici, c'est la semelle. Ici, vous avez le cuir, un autre cuir qui n'est pas du vrai cuir. On met ça à l'intérieur. Vous avez le chiffon. Pour fabriquer une chaussure, on a forcément besoin de la colle. De la commande d'une paire de chaussures à la confection, le processus est bien connu. Il faut d'abord couper, tracer la semelle, le carton, le chiffon, et puis bourrer l'intérieur. Et après ça, je coupe la semelle et la garniture autour. Donc quand tu as ceci, maintenant tu peux monter l'empeigne là-dessus. C'est ça qui forme la chaussure. Avec 2 heures de temps, vous pouvez fabriquer une chaussure. Ça peut être simple. Quand il s'agit de babouche ou bien une chaussure fermée, là ça prend beaucoup plus de temps. La mode vestimentaire évolue, la clientèle devient exigeante. Mais la non-disponibilité de la matière première pose problème. Les difficultés liées au métier de la cordonnerie au Bénin sont surtout les matières premières qui nous coûtent un peu cher. Parce que vu le coût des matières premières et le prix de vente, vraiment c'est ça qui pose un peu de problème. Le marché de consommation n'est pas des meilleurs. Les chaussures importées livrent une concurrence qui ne dit pas son nom à celles fabriquées par les cordonniers. Il y a certains qui connaissent la qualité. Quand on dit que c'est les cordonniers qui l'ont fabriqué, ils savent en même temps que ça, c'est la qualité. C'est de la matière cuir. Mais d'autres, avec les chaussures qui viennent sur le marché, c'est un peu difficile. En dépit de toutes ces difficultés rencontrées, le métier de cordonnerie nourrit son homme. En attendant un jour d'arriver à s'imposer sur le marché, Tikba Hilaire continue de satisfaire ses clients avec l'espoir d'un avenir dans le métier. Merci à vous, Marcel Betoro. Retour en plateau avec Hilaire Tikba, qui nous rejoint sur ce plateau pour parler de la force de vente de la cordonnerie béninoise sur le marché. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Gaba. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, il est question, bien sûr, d'évaluer la force de la cordonnerie béninoise sur le marché. On a vu comment est-ce que vous arrivez à produire. Mais dites-nous, est-ce que vous vendez réellement? Oui, bon, pour la vente, disons que c'est un peu difficile, mais ça va, il y a de la clientèle. Seulement qu'au Bénin, les gens ne reconnaissent pas tellement la qualité de ce qu'on fait en tant que cordonnier. Parce que quand vous en procurez chez les cordonniers, la qualité est garantie. Mais chez nous ici au Bénin, disons que la clientèle y est, mais ce n'est pas encore ce qu'on dit. Ce n'est pas encore ce que vous dites, mais qui sont alors vos concurrents? Est-ce que vous avez des concurrents? Est-ce que c'est les produits venus de l'étranger qui vous concurrencent? Oui. La concurrence vient de l'étranger, surtout le Grand Nigeria à proximité qui envahissent nos marchés avec leurs produits, surtout les chaussures. Les gens, beaucoup de clients préfèrent ces chaussures-là parce que ça coûte un peu moins cher. C'est ça. Aussi des chaussures qui viennent du Ghana, parce qu'au Ghana, la cordonnerie, ce métier-là est bien organisé. Ah oui, c'est bien organisé là-bas. Donc, vos principaux concurrents, ce sont donc des produits étrangers, surtout du Nigeria et du Ghana. Oui. Du Nigeria et du Ghana, 2 pays qui vous concurrencent très fortement. Vraiment. Mais est-ce que vous avez essayé d'évaluer un peu ces produits-là pour voir en réalité ce qui manque? Vous avez fait un peu du benchmarking par rapport à ces produits? Oui, par rapport à ces produits, il faut reconnaître que là-bas chez eux, il y a les matières premières qui coûtent un peu moins cher. Il y a les matières premières qui coûtent un peu moins cher, surtout au Ghana. Au Ghana, avant les choses qui traînaient ici au Bénin, mais arrivé à un moment donné, on les a rappelés, le gouvernement là-bas ou bien l'État a bien organisé le secteur. Quand ces produits viennent, vous voyez que c'est un peu mieux par rapport à ce qu'on fait ici. Oui, surtout à cause de la matière première qui est disponible chez eux. Disponible et moins cher, la matière première chez eux. On va revenir sur la question tout à l'heure pour voir ce qui manque réellement au Bénin. Que peut faire le Bénin en réalité pour renforcer la force de vente de sa cordonnerie sur le marché? En attendant, on rejoint Estelle Pazou dans la rédaction de BB24. Rebonsoir Estelle, le journal c'est maintenant.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Une nouvelle loi sur l'embauche est entrée en vigueur au Bénin. Son contenu ne semble pas satisfaire tout le monde. Employeur ou employé, chacun y va de son interprétation. Les prêtres au sein de l'Église catholique n'ont pas tous les mêmes titres. Ils sont désignés selon leur statut et leur rôle. Prêtre, abbé, curé ou encore vicaire, que désigne concrètement cette terminologie? C'est à suivre dans ce journal. Et puis, le port de faux ongles est devenu une habitude pour certaines femmes. Mais dans cette quête du beau, elles oublient parfois les éventuels risques sur leur santé. L'embauche est désormais régie par une nouvelle loi au Bénin. Elle comporte 64 articles qui cadrent le contrat de travail entre l'employeur et l'employé. Même si elle vient combler un vide juridique, la nouvelle loi ne fait pas l'unanimité. Un juriste, un chef d'entreprise et un journaliste donnent ici leurs avis. C'est un reportage de Christian Devauchy et de Christelle Tongodo. 29 août 2017. La nouvelle loi sur l'emploi est votée par le Parlement béninois. Une nouvelle législation qui assainit l'environnement professionnel au profit de la compétence. Pendant que le Code du travail lui-même disait qu'un contrat à durée déterminée ne pouvait pas être renouvelé plus d'une fois, donc c'était 2 fois 2 ans au maximum, la nouvelle loi vient dire que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé de façon indéfinie. Je suis payé pour rendre une prestation. Si je ne suis pas performant dans cette prestation, je ne suis pas rentable pour mon employeur. Et vous savez, dans le même temps, si je suis compétent et mon employeur ne me donne pas ce qu'il faut, je vais voir ailleurs. C'est une liberté de travail. C'est une liberté d'exercice de ma force de travail qui est en fait par cette législation-là. La loi fixe les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat du travail au Bénin. Ainsi, un autre régime de travail s'ouvre aux employés. Des privilèges sont accordés non seulement à l'employeur, mais aussi à l'employé, même si pour certains, la balance semble être déséquilibrée. Au 4e thème du contrat à durée déterminée, toute rupture est subordonnée à un préavis. Si les employeurs se plaignaient de la surprotection de l'employé dans l'ancien code du travail, les employés ici peuvent se plaindre de ce que cette loi fait la part belle aux employeurs. On observe qu'avec cette loi-là, les CDI ont pris un coup et donc les employeurs sont en quelque sorte désormais les seuls maîtres à bord. Ils sont quasiment les seuls à désormais décider de la nature du contrat qu'on impose aux employés. Avec cette loi, c'est un vide juridique qui est comblé. Elle garantit une sécurité aux parties contractantes. Les différentes innovations en témoignent. D'abord, cette loi a essayé de barémiser tout ce qui est indemnisation en cas de licenciement. Notre droit du travail était taxé d'un droit très sévère pour débaucher. Et quand l'employeur n'est pas rassuré un peu et qu'il peut se débarrasser d'un membre de son personnel qui n'est pas apte, il n'est pas rassuré à embaucher. Donc ça freinait l'embauche. Aujourd'hui, l'indemnisation est barémisée à 9 mois de salaire au plus.
La nouvelle loi ne systématise plus les contrats à durée indéterminée. Serait-elle alors une porte ouverte au licenciement? S'interroge et s'inquiète plus d'un. Les chrétiens catholiques utilisent différentes terminologies pour désigner les serviteurs de Dieu au sein de leur congrégation. Prêtres, abbés, curés ou encore vicaires sont des terminologies qui symbolisent la marque du respect, mais ils sont souvent bien mal utilisés. Andrea Rousseau et Amandine Anyamboso nous renseignent ici sur ce que ces appellations veulent dire avec beaucoup plus de précision. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ? Quelle différence peut-on faire entre un prêtre, un abbé, un curé, un vicaire et même un vicaire général? C'est une interrogation qui préoccupe la plupart des non-chrétiens, mais aussi des chrétiens. La réponse est pourtant simple. Une fois que tu es ordonné prêtre, tu commences ton ministère sur une paroisse. Et après quelques années d'expérience, l'évêque va te nommer curé. Le curé de la paroisse, c'est celui qui est le responsable de la paroisse. Au fait, il reçoit une délégation du pouvoir de l'évêque pour gouverner le peuple de Dieu sur la portion paroissiale. Le vicaire général, c'est l'assistant de l'évêque. Ce que le vicaire est au niveau paroissial, c'est ce que le vicaire général est au niveau diocésain. Il peut même arriver que celui qui a exercé son ministère comme évêque pendant longtemps, une fois qu'il a fini et qu'il est parti à la retraite, accepte d'aller sur une paroisse comme vicaire. Ce n'est pas une affaire de grade, c'est avant tout une affaire de service. L'appellation d'un prêtre mon père est sans doute une paternité spirituelle faisant partie de la foi catholique, un abus de langage lorsque ce terme est mal utilisé. Comme dans l'autre, que ce soit abbé ou que ce soit mon père, c'est la même personne qu'on désigne et c'est sa paternité spirituelle qu'on voudrait mettre en relief. La famille ecclésiale a un père et c'est le prêtre qui est le père spirituel de tout le troupeau de Dieu que l'évêque lui a confié. Abbé veut dire père. Cependant, dans la littérature populaire spécifique au Bénin et dans la sous-région, dès que quelqu'un a la soutane, on commence à l'appeler bonjour abbé ou abbé. Bon, c'est un habit de langage, mais au fait, c'est devenu une réalité, disons, socio-culturelle. Le vicaire étant aussi un prêtre, il aide le curé, son supérieur, dans l'accomplissement des activités de la paroisse et peut le remplacer en cas d'absence. Quant au vicaire général, il est le collaborateur immédiat de l'évêque et assure les activités diocésaines. Et on parle des ongles, que ce soit pour donner un aspect plus esthétique ou à des ongles abîmés ou rongés ou encore par pure coquetterie. Les femmes posent souvent de faux ongles. Ces ongles ont réussi à se trouver une place dans la toilette de la femme. Mais la pratique ne serait pas sans risque sur la santé. Anthony Alaka, Sylvania Cham. Accessoires de beauté, ils se posent sur les ongles naturels. Les faux ongles sont utilisés pour camoufler les imperfections des doigts. C'est seulement pour les sorties que je pose les ongles. Oui, souvent c'est... Pour d'autres, c'est occasionnel, mais il y a d'autres, elles sont habituées, elles ne peuvent pas s'en passer, c'est pour tous les jours. Quand tu le leur déconseilles, elles te disent non, je vais en public, je vais tenir un verre, une fourchette. Les faux ongles, il en existe de plusieurs sortes aux caractéristiques bien particulières et au rendu différent. Ceux-ci sont venus comme ça. Ils ne prennent pas de vernis autre que les neutres et le brillant. Oui, il en existe plusieurs. Il y a les faux ongles naturels, il y a les faux ongles synthétiques, il y a la résine, il y a le gel. Pour une pose en institut par un professionnel ou par les amateurs, le prix varie. Dernier prix 1000 francs, ensuite 2000 francs, 3000 francs, jusqu'à 10 000 francs la résine qui dure 3 mois, mais qui gâte les ongles.
Bon, je ne sais pas vraiment à combien ça se fait au marché, mais chez moi, par exemple, les 2 000, c'est à 5 000. Pour profiter d'une manicure parfaite pendant longtemps, les faux ongles sont incontournables. Cependant, attention aux inconvénients de ces capsules. Oui, ça crée un dommage parce qu'il ne faut pas poser des ongles dans une longueur donnée. Vous voyez, la femme, elle est intime, elle a besoin de rendre son intérieur propre. Mais quand l'ongle est trop long, ça peut causer des blessures, ça peut causer des désagréments, ça peut l'empêcher de faire sa toilette de façon très à l'aise. C'est pour ça, si ce n'est pas que vous êtes une star de la télé et vous jouez un rôle important, je pense que ce n'est pas conseillé d'avoir des longueurs données. C'est bon pour ceux qui sont habitués, mais quand tu poses régulièrement les ongles, tu abîmes tes ongles. Quand tu poses un ongle 2-3 semaines après, tu dois retirer et laisser respirer l'ongle. De plus en plus à la mode, les faux ongles permettent d'obtenir des mains soignées et esthétiques. Toutefois, les médecins recommandent une fréquence de 2 à 3 semaines avant de renouveler, un geste qui éviterait les multiples dégâts auxquels les doigts sont exposés. Hors du Bénin à présent, la décision, elle, est finalement prise. Le Zimbabwe légalise la production de cannabis sur son territoire, ceci à des fins médicinales ou scientifiques. L'information est contenue dans le décret pris par le ministre de la Santé et paru au journal officiel. La production et l'utilisation de grandes quantités étaient punies de peines allant jusqu'à 12 ans de prison. Le nouveau test permet dorénavant aux citoyens zimbabwéens ou aux entreprises dûment établies dans le pays de solliciter un permis de production d'une validité de 5 ans auprès du ministère de la Santé sous des conditions strictes. Ce sera tout pour le journal. Merci de l'avoir suivi. À demain pour d'autres informations. Oui, certainement, on va vous retrouver à 19h45, Estelle Pazou, pour une autre édition du journal. On revient en plateau avec Hilaire Tikpa, cordonnier. Et il est à retenir donc que vos concurrents potentiels sont du Nigeria et du Ghana, 2 pays où sont bien sûr disponibles les matières premières à prix concurrentiel en plus. Vous confirmez cela? Oui, bien exactement. évidemment. Oui. Alors, mais ces pays, je parle du Nigeria et du Ghana, sont-ils producteurs de ces matières premières? Oui, bon, lui, il produit ses matières premières. Surtout le Ghana, il produit ses matières premières. Ici aussi au Bénin, ça se fait, mais ce n'est pas un grand nombre. Quand vous allez à Zongo, là-bas, ils travaillent la peau des vaches, mais ce n'est pas aussi ce qu'on dit au Ghana et au Nigeria. C'est beaucoup plus évolué. C'est beaucoup plus évolué. Est-ce à dire que ce sont ces 2 pays-là qui vous fournissent aussi en matières premières quand il s'agit de fabriquer les chaussures? Oui. La plupart de nos matières premières viennent du Nigeria et du Ghana. Et du Ghana. Oui. Et ça fait que ça coûte cher. C'est ça qui justifie le coût de vos produits qui réduisent la force, bien sûr, de votre force de vente sur tout le marché. Oui, exactement. Parce que ces matières premières nous reviennent un peu chères. C'est à cause de ça. C'est pour ça que quand on arrive à fabriquer les produits, le coût de production est un peu élevé par rapport à celles qui viennent des pays voisins comme le Nigeria, le Ghana, comme je l'ai dit auparavant. Comme vous l'avez dit auparavant. Alors, oui. Comment renforcer alors la force de vente de la cordonnerie béninoise? Oui, pour pouvoir renforcer la force de vente de la cordonnerie béninoise, disons déjà que les autorités béninoises doivent penser à ce que ces matières premières-là nous soient accessibles ici au Bénin, et pour qu'on puisse les avoir à moindre coût. Surtout les matières premières qui viennent du Nigeria. Parce que quand on va acheter ces matières premières-là chez les bonnes dames, vraiment, les coûts sont un peu élevés. Oui, il faut que l'État fasse quelque chose dans ce domaine-là.
Est-ce que ce n'est pas aussi une opportunité pour des privés pour installer, par exemple, des usines de production du cuir et aussi des semelles et autres, des accessoires, sinon de la matière première pour fabriquer des chaussures? Oui, exactement. C'est une opportunité. C'est une opportunité, disons, mais surtout que seulement que la cordonnerie n'est pas assez connue au Bénin. Sinon, c'est vraiment une grande opportunité comme pour ces entreprises-là de s'installer au Bénin. Pourquoi pas les cordonniers béninois peuvent fabriquer des chaussures comme celles qui viennent de l'Italie, qu'on appelle souvent les chaussures vanille, que les gens aiment beaucoup. S'il y avait la matière sur place au Bénin, les cordonniers aussi peuvent bien fabriquer, peuvent travailler aussi comme ça. Ils peuvent travailler comme ça. Alors aujourd'hui, pour commander une chaussure à un cordonnier béninois, au minimum, il faut combien? Ah bon, ça dépend. Au minimum, pour commander une chaussure à un cordonnier béninois, déjà avec 4 000 francs, vous pouvez avoir une tapette. Une tapette, une chaussure. Comme ce qu'on a? Oui, comme ce que vous avez ici. Avec déjà. Mais ce que j'ai ici, c'est déjà à partir de 5 000 francs. 5 000 francs. À partir de 5 000? Oui. On peut avoir une tapette comme ça? Comme ça. Oui, mais pour une tapette simple, déjà à partir de 4 000, c'est bon. À partir de 4 000. Oui. Ça peut aller pour une tapette simple, ça veut dire que ça a une corde au milieu, c'est pas aussi avec ces designs-là? Non, c'est pas aussi avec ces designs. Mais disons que toujours au Bénin, il y a des fabricants qui ne sont pas des cordonniers, qui fabriquent des chaussures qui les vendent déjà à 1 500, 2 000. Mais la qualité n'est pas la même. La qualité n'est pas la même. Oui. Alors, comment reconnaître alors la qualité de ce qui est fake, comme le disent les gens? Bon, pour pouvoir reconnaître la qualité, déjà, il faut être quelqu'un du domaine. Celui qui porte ces genres de chaussures, quand vous voyez la matière cuir, vous pouvez savoir que ça, c'est du vrai cuir. Et surtout, il ne faut pas aller... Quand vous savez que la personne, ce n'est pas un cordonnier, il n'a pas un atelier, comme on le voit souvent, les babas, bon, eux, ils ne peuvent pas acheter du cuir pour fabriquer les chaussures et les vendre déjà à 1 500, 2 000, non. Non. Et donc, il faut de la vraie matière. Oui. Quand vous voyez, c'est par observation déjà, on peut savoir si c'est de vrai cuir ou pas. Oui, vous pouvez savoir si vous êtes connaisseur. Si on est connaisseur, mais comment faire alors c'est pas de tout le monde, des connaisseurs, pour qu'ils arrivent vraiment à se baser sur des critères pour faire la différence entre le faux et le vrai. Parce que c'est le fait de ne pas pouvoir faire cette différence-là qui fait que, bon, les gens, ils achètent ce qu'ils voient, ce qu'ils ont à portée de main. Oui, il y a ça, mais déjà que, disons que les clients que nous avons doivent déjà savoir qu'ils doivent aller acheter ces chaussures-là chez des cordonniers. Et non chez ceux qui se mettent au bord des voies. Quand tu vas chez un cordonnier, tu lui dis que tu veux une chaussure, une tapette en cuir, et tu paies le coût, vraiment, tu l'auras. Tu l'auras. Alors, quand vous produisez, vous vendez uniquement sur le marché national ou il y a également d'autres débouchés pour vos produits? Oui, il y a d'autres débouchés pour mes produits, oui. Surtout pour quand on organise les foires dans les pays voisins, au Togo tout près, il y a une foire là qu'on appelle foire à Djafi. Oui, surtout j'en vois aussi au Gabon. J'ai un client là-bas qui me commande souvent et je fais la commande et puis je lui envoie ça. Surtout quand il y a aussi les fêtes nationales et comme les fêtes de l'indépendance, la fête de l'Ignam. J'ai mes clients qui viennent chercher mes produits et ils vont vendre. Seulement que je n'ai pas encore une marque pour qu'on puisse savoir que ça là, ça vient du Bénin, c'est pour telle maison. C'est là le problème. C'est là le problème. Donc il faut que vous créiez aussi vos marques, qu'on sache en réalité, oui, ça c'est du Bénin, c'est peut-être la marque Tikwa par exemple. Oui. Je le dis tout simplement comme ça, marque Tikwa, et que cela puisse avoir de la notoriété sur le marché. Oui, exactement. Oui, la marque est déjà, mais seulement c'est les moyens qui n'y sont pas. Sinon, quand vous voyez une chaussure griffée, Hilary Shoes Made in Benin. Et là, ce serait du concret. Seulement qu'on prie Dieu, les moyens viendront. Oui. Et donc, vous avez des marchés, ce ne sont pas des marchés formels, c'est juste des amis qui vous commandent. Oui, exactement. Tout simplement. Oui, ça dit que
dans ces pays-là, on a vraiment besoin des produits de la cordonnerie béninoise. Vous avez parlé du Gabon, vous avez parlé du Togo. Oui, ils ont vraiment besoin. Parce que quand ils voient mes clients, quand ils reviennent, ils me disent que vraiment c'est apprécié là-bas. Une chaussure que je leur livre ici à 4 000 sur le prix de la douzaine, arrivé au Gabon, c'est à 10 000 francs. C'est à 10 000 francs, donc ils reconnaissent la valeur. Ils disent que ça c'est du bien, c'est bien fait. Oui. Ils reconnaissent la valeur. Et puis ils achètent. Donc c'est des marchés potentiels et ça peut constituer quand même de la motivation pour l'État béninois, par exemple, pour installer vraiment de grandes usines ou renforcer la capacité des artisans. Oui, exactement. L'État béninois peut créer des usines, recruter des cordonniers et fabriquer les chaussures en grand nombre pour qu'on puisse s'imposer sur le marché international. Oui. Merci beaucoup à vous, Monsieur Hilaire Tikpa, pour toutes ces explications. Quelle proposition pour vous pour renforcer la force de la cordonnerie béninoise sur le marché? Oui, merci, monsieur Gaba. Comme possibilité, je souhaiterais que l'État béninois nous donne des opportunités. Comme vous le faites déjà, BB24 et l'OATB, on vous remercie pour cette visibilité. L'État béninois peut penser à ces cordonniers-là, comment leur octroyer des prêts pour pouvoir développer leur entreprise, parce que le marché est seulement qu'on n'a pas les moyens qu'il faut. Pour satisfaire les besoins, les demandes du marché. Oui. Merci à vous. Merci. À très bientôt et bien des choses à tous vos confrères et collègues, bien sûr, cordonniers, qui nous suivent en ce moment. J'espère que vous êtes tout à fait d'accord avec eux. Allez, nous continuons. Cette fois-ci, on se retrouve sur la toile du grand rendez-vous pour vous présenter tout simplement l'actu web. Le grand rendez-vous ne va pas finir sans la météo. Deuxième coup d'œil pour le compte de cette édition. Merci donc à tous du temps passé, bien sûr, à notre compagnie et clin d'œil particulier, bien sûr, à nos téléspectateurs de Savalou. Ça, c'est la région de Océanamous ou de l'équipe ActuWeb. Aujourd'hui, qui d'autre encore à Savalou? Bon, Peggy, ils sont nombreux. Estelle Pazou, c'est pas chez vous. Hein. Allez, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On va se retrouver donc demain à 19h00 pour un autre grand rendez-vous. Bonne soirée.